bonjour à tous. Alors je vous avais dit que en remplacement du dernier cours de vendredi avant les vacances, où j'étais un petit peu malade, merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages, ça va mieux comme vous pouvez le voir. En remplacement de ce cours, je vous ferai une petite vidéo rapide, d'abord pour tester le format, pour voir ce que ça donne de faire des petites vidéos et de pouvoir les mettre sur le Padlet. Je pense que je vais la mettre sur le Padlet. Et puis pour terminer le chapitre sur le tourisme, on avait pratiquement tout brossé. Je vous rappelle que c'est à vous de creuser avec le manuel en lisant toutes les pages du chapitre puisqu'on n'a pas le temps de tout voir, encore moins qu'en temps habituel. Mais voilà, il y a des petites choses qui me semblent intéressantes qu'on n'avait pas vues et que je voudrais qu'on voit rapidement ensemble aujourd'hui. Alors, on s'était beaucoup focalisé et j'espère que vous avez retrouvé le compte-rendu du dernier cours que j'avais mis sur Padlet. On s'était beaucoup focalisé sur le tourisme de masse et sur les conséquences du tourisme. Notamment les conséquences du tourisme de masse, évidemment, hein, puisque c'est la forme qui impacte le plus les territoires et les populations. Dernière petite partie de ce chapitre, je voudrais qu'on jette un œil aux autres pratiques touristiques et notamment les pratiques émergentes, donc celles qui sont en train de se développer. Alors d'abord, pourquoi est-ce que y a des pratiques émergentes au tourisme de masse? Eh ben, en premier lieu, pour dépasser les propres limites du tourisme de masse, hein, cette forme de tourisme qui amène beaucoup de personnes au même moment, au même endroit. Alors, quelles sont ces limites? Eh ben, d'abord, il y a assez peu de territoires dans le monde qui profitent vraiment des retombées du tourisme de masse. On l'a vu dans la carte que je vous avais mis dans le compte-rendu et qu'on avait vu sur le manuel, hein. En gros, les trois zones de la triade, ce que vous maîtrisez bien maintenant, hein, Amérique du Nord, Europe, Japon, la mer de Chine méridionale, le bassin méditerranéen et le bassin Caraïbes, en gros. Donc vous voyez, par rapport à l'ensemble du monde, eh bien, évidemment, c'est un petit peu localisé. Donc peu de territoires qui profitent vraiment de ce tourisme, notamment parce que c'est un tourisme qui demande de gros investissements, hein, de gros investissements de transport. Si on veut amener beaucoup de monde à un endroit, il faut que les moyens de transport soient disponibles et efficaces. De gros investissements hôteliers. Si on veut avoir beaucoup de gens qui restent en même temps au même endroit, il faut pouvoir les loger, de restauration, il faut leur proposer des activités, de loisirs, etc. Donc voilà, ça demande des gros investissements que tous les territoires ne peuvent pas démultiplier, fournir. Deuxièmement, c'est une forme de tourisme, on l'a dit, qui a des grosses conséquences sur les territoires et sur les populations. Ça déséquilibre les territoires et les sociétés humaines qui accueillent ce type de tourisme. Et on l'a vu en dernière conséquence, les écosystèmes naturels. Hein, donc quand on dit déséquilibre des écosystèmes naturels, évidemment on veut dire pollution, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, mais aussi bien sûr exploitation importante, voire trop importante, des ressources naturelles comme l'eau, mais aussi comme l'énergie ou tout simplement l'espace naturel, c'est-à-dire on peut avoir besoin de déboiser, on peut artificialiser les sols, bétonner les côtes, etc. Donc tout ça, ce sont les limites du tourisme de masse, en tout cas les grosses limites, donc qui incitent les gens à trouver d'autres formes de tourisme. Autre raison pour laquelle il y a des formes de tourisme émergents, eh bien, c'est que le tourisme de masse ne répond pas forcément à tous les enjeux contemporains. Et donc il y a des nouveaux enjeux, on va le voir, qui appellent d'autres formes de tourisme. Là, c'est l'ouverture de nouveaux marchés venus des pays émergents notamment. Donc la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, pour le continent africain, etc. Donc des pays qui ont de plus en plus de populations qui gagnent suffisamment d'argent pour l'investir, entre guillemets, dans du loisir et dans du tourisme. Et donc on a des nouveaux pays producteurs, hein, entre guillemets,
de touristes, et donc on a de plus en plus de touristes potentiels. Et donc les sites existants aujourd'hui, petit à petit, sont saturés, il y a trop de monde, il y a trop de demandes, alors notamment par l'explosion du tourisme chinois. Vous l'avez vu, j'espère, si vous avez regardé, dans la petite vidéo sur la baie d'Along, hein, où on voyait que les touristes chinois saturent la baie d'Along, et donc il y a de plus en plus de touristes, ce qui fait qu'on va y répondre avec de plus en plus de bateaux, et donc de plus en plus de pollution. Et en même temps, le lieu lui-même, petit à petit, devient moins attractif, puisqu'il perd un petit peu de son mystère. Donc ouverture de nouveaux marchés. De plus en plus de gens ont les moyens de faire du tourisme international, de faire du tourisme tout court, et donc il faut trouver des nouveaux lieux. Deuxièmement, on a de plus en plus, dans les sociétés développées, de jours de repos, de jours de congé, de possibilités de poser des jours. La réduction du temps de travail en France, par exemple, a ouvert à toute une partie de la population des RTT. Donc des jours qu'on va pouvoir poser, par exemple un jeudi, un vendredi, pour avoir un week-end de 3, de 4 jours. Et les moyens de transport modernes permettent, en train ou en avion, d'aller vite, ou même par l'autoroute, d'aller vite dans un endroit où on va pouvoir faire du tourisme pendant 2, 3 ou 4 jours. Et donc cette multiplication des séjours, hein, autrefois, il y a 50 ans, on avait un séjour touristique dans l'année, l'été. On partait une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis c'était tout. On ne partait pas le reste du temps, un petit peu à Noël pour les vacances d'hiver, ou aux vacances de février pour les vacances d'hiver, et c'était tout. Aujourd'hui, on a une multiplication des possibilités comme ça, de calendrier pour partir, et donc ça ouvre la possibilité d'aller dans des nouveaux endroits et de faire des nouveaux types de séjours. Troisième enjeu qui change aujourd'hui grandement, la conscience du changement climatique. Donc, notamment du problème de la consommation de CO2, et notamment le problème des transports, et encore plus précisément du transport aérien. Vous savez que, et vous serez en plein dedans, c'est votre génération, que se développe de plus en plus le sentiment qu'on appelle air shame, la honte de prendre l'avion pour des trajets qui ne sont pas utiles. Hein, et donc on a petit à petit une baisse, on va dire, de la valorisation sociale du fait de prendre l'avion pour 2 jours, pour 3 jours ou pour 4 jours de vacances. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça, quelque chose d'émergent, donc de minoritaire. Encore une majorité de Français pensent que c'est tout à fait chouette et sympathique de prendre l'avion pour aller 2 jours à Barcelone. Mais on voit petit à petit se développer un mouvement de personnes qui pensent que ça n'a pas de sens au niveau de la société, au niveau de la durabilité de la planète, de dépenser des centaines de litres de kérosène, et donc des centaines de kilos de CO2 échappés dans l'atmosphère, pour aller passer 2 jours ou 3 jours à l'autre bout de l'Europe, ou pire, à l'autre bout du monde. C'est la recherche de destinations entre guillemets authentiques, de destinations entre guillemets éthiques ou solidaires. Hein. C'est-à-dire que le tourisme de masse va se baser soit sur des endroits extrêmement connus, des endroits qu'on a entre guillemets envie de voir une fois dans sa vie, donc des monuments, des centres-villes, etc., ou des lieux touristiques naturels, comme la fameuse baie d'Along, le Mont Saint-Michel, etc., ou à notre fameux paysage de carte postale qu'on avait vu en début de chapitre, hein, c'est-à-dire les 3 grands bassins, la méditerranéen, mer de Chine méridionale et Caraïbes, du sable blanc, des cocotiers et du soleil. Bon. Face à ça, il y a une demande autre, différente, des destinations plus culturelles, plus enrichissantes, où on va avoir des rapports humains. Hein, on va rencontrer des gens, on va voir comment ils vivent, on va essayer d'échanger avec eux.
Et tout ça, le tourisme de masse a du mal à répondre, hein, évidemment, puisque quand on amène beaucoup de gens en même temps au même endroit, eh ben, on peut les faire passer à la queue leu devant un monument ou devant un paysage pour qu'ils regardent et qu'ils consomment, mais les faire participer avec des gens à des échanges, je vais dire profond, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas sincères et qui prennent un petit peu de temps, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça correspond pas. Ça va appeler à d'autres formes de pratiques touristiques. Donc face à tous ces nouveaux enjeux et à ces limites du tourisme de masse, eh bien, on va voir quel type de forme émergente de tourisme. Eh bien, premièrement, ce qu'on appelle les city trips, c'est-à-dire les séjours urbains. Ça, c'est ce que vous avez dans votre manuel, la double page sur l'exemple de Prague, pardon, en République tchèque, qui montre aussi les limites des séjours urbains, c'est-à-dire la muséification des centres-villes. Hein, ces centres-villes qu'on va mettre entre guillemets sous cloche, c'est-à-dire on veut qu'ils restent authentiques, on garde plutôt les vieux bâtiments, on essaie de ne pas faire de choses trop nouvelles pour pas choquer le tourisme, etc. Donc voilà, on transforme entre guillemets un centre-ville en paysage urbain. Donc ça c'est le city trip, lui il va répondre aux demandes de séjour courts. Hein, c'est-à-dire d'aller passer 2 jours à Rome ou 2 jours à Prague ou 2 jours à Barcelone. Donc voilà. Deuxième type de tourisme émergent, le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme qui est basé sur une certaine idée de préservation de l'environnement. Donc ça peut prendre différentes formes, soit un tourisme qui est basé sur le fait de venir dans un lieu naturel privilégié. Et à ce moment-là, on va souligner le fait que ce n'est pas du tourisme de masse, donc on ne va pas faire venir un grand nombre de personnes en même temps, mais des petites quantités de personnes qui donc ne vont pas intervenir de manière négative sur le milieu naturel et qui vont pouvoir profiter de ce milieu naturel, entre guillemets, hein, mais sans prédation, donc sans l'abîmer. Là, il y a un exemple parfait qui est le développement du tourisme au Costa Rica, ce petit pays d'Amérique centrale, qui est entièrement ciblé sur cette idée du tourisme vert. Troisièmement, le tourisme rural. Et ça, c'est quelque chose de tout simple que vous pouvez voir autour de vous. Vous faites la liste de tous les gîtes ruraux que vous pouvez trouver dans les communes qui sont autour de la vôtre. Hein, et vous allez voir qu'il y a pas mal de possibilités d'hébergement pour du tourisme rural, jusque dans le Richelet. Alors évidemment, nous, on a un ensemble de lieux qui correspondent au tourisme de masse que sont les châteaux de la Loire, hein, donc là où on attire beaucoup de gens au même moment, au même endroit, mais ça se diffuse petit à petit hein, dans les territoires alentours sous forme de tourisme rural. Alors je disais, le tourisme rural est local. La variante dans le tourisme local, c'est qu'on va chercher petit à petit à ce que les gens aillent dans des séjours qui ne sont pas trop éloignés de chez eux. C'est-à-dire, si on va dans un gîte rural, pourquoi aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du continent pour aller dans un tourisme rural? Pourquoi pas faire seulement 100 km, 150 km maximum et profiter d'une campagne qui, après tout, on ne connaît pas puisque jusqu'à présent, on n'a fait que organiser des séjours très loin de chez soi. Donc il y a aussi cette philosophie et ce mouvement qui émerge un petit peu de dire le tourisme, ça peut être aussi assez proche de chez soi, puisque en général, les territoires les plus proches de chez soi, on ne les connaît pas forcément. Quatrièmement, le tourisme solidaire. Alors là, c'est encore un mouvement encore un peu plus petit, mais qui veut bien se démarquer du tourisme de masse en disant, voilà, nous, si on est touriste, on ne va pas aller dans un territoire qu'on va abîmer, polluer, mais on va aller dans un territoire où on va, au contraire, améliorer ce territoire. On y va dans une démarche de solidarité, et donc de solidarité avec les hommes et les femmes qu'on va rencontrer sur place. Donc c'est un tourisme très minoritaire, hein, mais qui existe, où on va allier un séjour, souvent à l'étranger, hein, mais pas uniquement, ça peut arriver en France aussi, hein, un séjour où en même temps on va donner du temps
pour travailler avec des gens, hein. Je vous disais tout à l'heure, cette volonté de rencontrer, d'échanger avec des gens, de savoir comment ils vivent, etc. Eh bien, au lieu de seulement discuter avec eux pour savoir comment ils vivent, eh bien, on va participer à leur travail, soit leur travail agricole, soit leur travail artisanal, soit à la construction d'une école, d'un bâtiment, de n'importe quoi, enfin quelque chose dont ces populations ont besoin. Et donc on va associer la découverte d'un territoire, la découverte d'une population et en même temps du temps donné de manière solidaire. Enfin, dernier mouvement de tourisme émergent, le tourisme culturel, donc lui qui est assez lié notamment au city trip, hein, aux courses et séjours urbains. Je disais que le tourisme culturel se mettait en opposition avec ce qu'on a appelé le bronzage idiot, hein, c'est-à-dire le fait de s'allonger sur une plage et de bronzer pendant 15 jours sans grande activité. Et donc le tourisme culturel dit non, au contraire. Nous avons beaucoup de temps libre dans cette société, et donc profitons de ce temps libre pour apprendre des choses, pour échanger, pour découvrir. Donc city trip, tourisme vert, tourisme rural, tourisme solidaire ou tourisme culturel, voilà des mouvements de tourisme émergents, donc très minoritaires, mais qui sont appelés à se développer, notamment face aux enjeux du changement climatique. Je vais vous mettre tout ça en petit résumé, très très rapide, à l'écrit, tout ça sur le Padlet, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau chapitre d'histoire, et on se retrouvera en direct, comme ça vous pourrez me poser des questions, ça sera plus sympa. Bonne fin de vacances, à très vite.